je prends le risque de dire que ça, c'est la dernière rébellion en République démocratique du Congo. Je prends ce risque. Au regard de ce que je vois, c'est que le gouvernement conduit par son Excellence, Madame, ici présente, ce que ce gouvernement est en train de faire, ce que le président est en train de faire, je prends donc ce risque. Pourquoi? Deux réponses majeures. La première, elle est diplomatique. On est en train de couper toutes les branches sur lesquelles s'appuyait le Rwanda. On a signé l'accord que vous avez suivi à Washington. Nous allons nous rendre bientôt. Vous allez dire que c'est pourquoi j'ai pris le risque. On va se rendre bientôt à Abu Dhabi pour signer un accord avec les Émirats arabes unis. C'est dans cet espace où 80% des minéraux en provenance du Rwanda étaient dirigés. On va couper les fils pour qu'on commence à traiter directement avec eux, sous l'autorité de Madame la Première ministre ici présente. La réponse suivante, elle est sécuritaire. Pendant tout ce temps que vous avez suivi, les rébellions se sont succédées, eh bien, il y avait une infiltration massive au sein de l'appareil judiciaire. Et ce gouvernement ici est en train de faire un nettoyage systématique pour extirper de l'appareil sécuritaire toutes ces patates pourries qui en fait contaminaient le reste de l'appareil et nous amenaient à des échecs sur une période de 20 ans. Et donc le risque que je prends, il est appuyé par cet argumentaire que je voudrais partager avec la population de Goma, de Butembo, de Beni, de Bukavu, de Uvira, que c'est la dernière rébellion. Et je vous prends en témoin, vous tous, Julien Paluku a dit, en présence de la Première ministre, je pense que vous me donnerez raison dans les heures qui suivent. Merci beaucoup. M'adressant à nos frères, nos sœurs de Goma, de Bukavu, de Uvira, de Bunagana, le gouvernement n'a pas abandonné cette partie de la République. Chaque semaine, chaque vendredi, au Conseil des ministres, le gouvernement est informé sur la situation épidémiologique. Le ministre de la Santé est régulièrement informé de ce qui se passe dans les zones de santé dans ces provinces. La ministre de l'Éducation nationale est régulièrement informée de ce qui se passe dans les provinces éducationnelles, dans toutes les provinces éducationnelles, du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, de partout dans la République. Ça, c'est le premier message fort. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des conditions difficiles, parce que, imaginez, est-ce qu'on aurait pu organiser des examens d'État à Goma, à Bukavu, à Bunagana si les enseignants n'étaient pas payés? Est-ce que j'aimerais d'ailleurs qu'un jour on tourne un film pour décrire comment les malles de questionnaires sont arrivés dans ces zones et comment certains braves inspecteurs de l'enseignement primaire ont dû les cacher parfois à leur risque personnel pour éviter les fuites des questionnaires avant le jour d'examen. Et regardez cet exploit, que les examens d'État soient organisés le même jour partout à travers la République et que les copies d'examen aient pu être récupérées et ramenées à Kinshasa pour leur correction dans des délais courts, et personne n'a contesté la publication de ces résultats. La République démocratique du Congo est donc unie, indivisible, et elle va le demeurer. Et pour terminer, comme bien souligné tout à l'heure par l'honorable Éric Chikuma, oui, le gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, travaille sur un plan de relance, un plan de reconstruction des économies de ces zones occupées. Sur la production agricole, je crois que notre cher ami Placide en a parlé. On peut estimer que dans le Nord Kivu, on perd quelques centaines de millions de dollars en production agricole. Sur la production agricole, si je prends un seul produit, on parlait des FDLR, Monsieur le ministre, ce qui fait courir les hommes et les femmes d'affaires
Dans le nord du Nord Kivu aujourd'hui, ce n'est pas le coltan, c'est le cacao. Et le cacao, s'il y avait la paix, quand il y aura la paix, cette région pourra peut-être faire 100 000 tonnes. 100 000 tonnes de cacao l'an, c'est pas loin d'1 milliard de dollars. Uniquement sur les cacao. Alors, aux amis de la presse, faites une recension au cours des 6 derniers mois des incursions des prétendus ADF, MTM, dans le Nord Kivu. Il s'agit généralement des razzias sur les récoltes de cacao. Un autre choc sur la production, l'usine de la Bralima à Bukavu qui a fermé. L'usine de la Bralima à Bukavu, de cette usine dépendait plus de 50% de la profitabilité de Bralima dans son ensemble en République démocratique du Congo. Donc c'est un coup dur pour une entreprise plus que centenaire. Et les actionnaire ont dû céder cette usine qui date des années 50 à 1 euro symbolique. Parce qu'il était question également de sauver 1 millier d'emplois dans le Bukavu, mais plusieurs milliers d'emplois parce que, bien sûr, autour de cette usine tournait tout un écosystème économique qui est aujourd'hui à l'arrêt. Le sorgho et tous les autres produits agricoles qui étaient rachetés par Bralima pour la fabrication de la bière. Le coût, nous l'avons également senti sur le plan des finances publiques. D'abord, la perte des recettes douanières aux postes frontaliers qui sont aujourd'hui sous occupation. On estime à peut-être 250 millions de dollars que l'on perd sur les recettes douanières, mais également l'augmentation des dépenses publiques pour faire face à la guerre. Et l'opinion a besoin de comprendre justement les prouesses que le gouvernement a réalisées sur cet aspect. Dans ce contexte extrêmement difficile, où il y a perte des recettes publiques, où il y a augmentation soudaine et exponentielle des dépenses sécuritaires, des dépenses humanitaires, réussir à contenir l'endettement public, réussir à payer régulièrement les salaires de près de 1 500 000 fonctionnaires dans l'ensemble, si on met ensemble l'armée, la police et la fonction publique au sens classique, sans arriéré de salaire. C'est un véritable exploit qui a été réalisé par le gouvernement conduit par son Excellence, Madame la Première ministre, ici présente. Et j'aimerais terminer par un phénomène qui a été souligné par notre ami de la société civile. Parce que s'il s'agit d'une guerre économique, il s'agit d'une guerre économique, il s'agit d'une guerre qui a pour finalité de pérenniser un modèle économique prédateur. Un modèle économique bâti sur la prédation, c'est documenté, ce n'est pas difficile à démontrer. Mais le plus pernicieux, c'est quoi? C'est la perturbation des systèmes agro-pastoraux du Nord Kivu et du Sud Kivu. Renforce la vulnérabilité de cette partie de notre pays vis-à-vis des approvisionnements venant du Rwanda, mais comme notre ami le dit, ce n'est pas nécessairement des produits rwandais. Les magasins Magérois, regardez le nombre des Congolais qui doivent traverser la barrière chaque matin pour aller s'approvisionner de l'autre côté. C'est ça le plus pernicieux. Et la restauration de la paix signifie pour nous, RDC, de justement casser cette dépendance et renforcer l'autonomie alimentaire de la République démocratique du Congo dans sa partie Est, renforcer les liens qui sont visibles aujourd'hui entre les producteurs du Nord Kivu et du Sud Kivu
et du Tanganyika et les consommateurs de Kinshasa et d'autres parties de la République. Mais si nous n'y croyons pas, on n'aurait pas signé. Et il n'y a pas dans l'histoire une guerre qui se termine sans traité ou sans accord. Je crois qu'ici, peut-être que les uns les autres ne réalisent pas la complexité de la crise et les réponses que nous voulons y apporter. Je soutiens la prophétie dite tout à l'heure par mon collègue Paluku pour dire que c'est la dernière fois. Si on doit rappeler une petite histoire, vous allez voir que le Rwanda, à intervalles réguliers, a eu des fils à des têtes différentes. On peut rappeler l'AFDEL, on peut rappeler les CNDP, on peut rappeler les RCD, on peut rappeler les M23, les M23. Ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée du Rwanda de construire son économie sur la base de l'instabilité dans l'est de la RDC. Je dois rappeler ici que cette guerre, c'est une guerre qui faisait avec intermittence, et puis il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Il y avait une forme de complaisance il y a quelques années où on laissait faire le Rwanda construire son économie, exporter sa corruption à travers tous les circuits d'approvisionnement illicites qu'il y avait dans l'est de notre pays. Je dois rappeler que le président de la République, peu après son arrivée aux responsabilités, août 2019, a été l'un des acteurs qui ont permis de réconcilier le président rwandais et les présidents ougandais. C'est une illustration pour dire que nous avons fait le choix de la paix dès le premier jour. Mais lorsque, pour des motivations qui sont celles de la prédation, on vous l'impose, parce que 21 juin 2021, nous étions à Goma, où la veille, le président de la République s'est rendu à Rubavu-Gisenyi pour voir les conséquences de l'éruption du Nyiragongo. Donc en réalité, s'il y a une contrainte que nous avons avec le Rwanda, c'est une contrainte naturelle. Quoi qu'il en soit, nous devons aujourd'hui construire un modèle de paix et d'économie qui nous permette de faciliter la vie aux citoyens des deux pays. Je rappelle encore ce que le président de la République dit souvent, parce que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Notre problème, c'est les régimes rwandais qui, à travers la guerre, veulent continuer à travers le massacre à construire notre économie sur notre dos. Alors, Willy Kalenga, ce qu'il faut savoir, c'est que dans aucune discussion, dans aucune négociation, nous avons lésiné sur ce que nous on appelle ligne rouge. Première ligne rouge, intégrité territoriale. Deuxième ligne rouge, souveraineté sur nos minerais. J'ai aimé l'exemple qui a été donné tout à l'heure c'était par mon collègue Paluku, sur la production de l'or. En réalité, cette guerre a repris pourquoi? Parce qu'au-delà de notre engagement pour la paix clairement assumé, parce que nous étions à Goma, le président de la République était disposé pour avoir les accords basiques qui facilitent les déplacements de population et pourquoi pas aller plus loin avec un MOU qui permette à notre société Sakima et à la société rwandaise d'entrevoir de possibilités de coopération. Mais c'est évident que le modèle de la transparence n'est pas le modèle qui correspond aux attentes du président rwandais. S'il a quitté 70 millions de dollars à 2 milliards de dollars, il est évident que les Congos, c'est son beefsteak. Mais l'avantage que nous avons ici, dans cet accord, l'accord de Washington d'abord, je dois rappeler qui est le prolongement de ce que nous avons commencé à Luanda et qui a été saboté le 15 décembre 2024 parce que c'est le président rwandais qui n'est pas venu. Lorsque vous lisez cet accord, on cristallise les conflits parce que le Rwanda n'avait jamais admis être en guerre avec la RDC. Bon, on voit déjà que parce qu'Arcélé pressé, leur ambassadrice a reconnu qu'ils sont en RDC. Aujourd'hui, nous avons un accord qui se cristallise, y compris les lignes rouges et les responsabilités. Maintenant, nous voulons clore une guerre de 30 ans. Elle ne peut pas se clôturer simplement parce que nous voulons la clôturer. Parce que pour danser le tango, on doit être à deux. Il est évident que toutes les signatures que nous avons eues, toutes les évolutions diplomatiques qu'on a eues, contrarient le président rwandais. La preuve, il parle sans arrêt, et lorsqu'il parle, il débite de choses inacceptables pour un chef d'État. Ça veut dire qu'il est dans une posture d'énervement. Donc, ça prend sûrement du temps, mais je crois que la stratégie que nous lui avons opposée lui permet aujourd'hui d'avoir les débuts et la fin de ses aventures dans notre pays. Je dois rappeler que notre stratégie, et la Première ministre, elle est là, repose sur 5 piliers.
On a le pilier militaire, le front militaire, le front diplomatique, le front économique, le front médiatique et les fronts judiciaires. Sur le front militaire, je crois que beaucoup, lorsqu'ils parlent notamment de notre armée, ne sont peut-être pas suffisamment informés. D'abord, les problèmes ou les progrès que nous faisons pour nos forces armées depuis la prise de fonction du président de la République, des efforts de ce type n'ont jamais été consentis. Je prends un exemple, je suis parlementaire, c'est depuis 2012 qu'on parle de la loi de programmation militaire, c'est en 2022 que nous l'avons adoptée. Parce que là, au moins, nous avons un document stratégique qui nous permet de financer l'armée comme il faut qu'elle se finance. Première chose. Deuxième chose, jamais le Rwanda n'a perdu autant de militaires dans un conflit en RDC. C'est parce qu'au Rwanda, il existe l'omerta, où on ne peut pas parler, on n'a même pas le droit de pleurer ses morts. Mais lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch, ou vous regardez ces reportages faits par une National Broadcasting Channel, une chaîne américaine, vous voyez que les cimetières grossissent sans arrêt. Mais vous pensez que ces cimetières grossissent pourquoi? N'eût été la bravoure de nos militaires, peut-être que nous ne serions pas en train de discuter en ce moment. Donc il est important que les uns et les autres, bien au-delà de notre démocratie, que lorsqu'il s'agit des questions militaires, qu'on prenne les reculs qu'il faut. Au plan de la diplomatie, n'oublions pas que le président rwandais n'a jamais autant perdu en termes d'image ou en termes de considération ses propres alliés. Simplement parce que nous lui avons opposé une stratégie diplomatique claire qui repose sur un narratif clair. Au plan économique, vous avez suivi que nous avons amorcé une action contre Apple. Ce n'est pas seulement la seule entreprise, et d'ailleurs avec le ministre Mukoko, le ministre ici de la Justice ici dans la salle, nous travaillons pour que ces end-users, nous étions à Genève avec la Première ministre pour voir dans quelle mesure tous ceux qui profitent, y compris actuellement, de ces trafics illicites, puissent cesser de s'approvisionner sur de minerais qui viennent de massacres. Et puis nous avons le front judiciaire. Point n'est besoin de le rappeler, nous étions à la cour d'Arusha, nous sommes à la cour d'Arusha, et les Rwandais sera tenu responsable parce qu'il est hors des questions que ces crimes continuent de se perpétuer. N'oublions pas, Willy, depuis 30 ans, on n'a jamais eu une commission internationale d'enquête. Nous étions en février de l'année dernière avec la Première ministre à Genève. On a obtenu 2 résolutions à l'unanimité du Conseil des droits de l'homme pour qu'il y ait non seulement une mission d'établissement de faits, mais qu'il y ait une commission d'enquête internationale. Et donc, je vais terminer sur le point qui concerne maintenant les médias, le front médiatique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre hybride où, malheureusement, notre démocratie est subtilisée par le réseau rwandais. Au Rwanda, il n'existe pas de contradiction. Au Rwanda, aucun Rwandais ne peut se permettre de relayer le discours de la Première ministre Judith Suminwa. Mais pourquoi nous prenons plaisir à partager le poison qui vient du Rwanda? Parce que toutes les informations qui distillent dans notre opinion n'ont pour objectif que de nous diviser. Et lorsque vous avez vu que leur stratégie du poison n'a pas fonctionné sur Uvira, ils ont sorti une deepfake, une vidéo du président Trump s'exprimant d'une certaine manière sur le président ou appelant les Congolais à se réveiller. Et parce que nous avons la vigilance qu'il faut, cette vidéo n'a pas produit les effets escomptés. Pourquoi? Parce que nous comptons justement sur la responsabilité des Congolais partout où ils se trouvent pour que nous puissions nous tous contribuer à préserver, comme l'ami de la société civile a dit dans les panels précédents, c'est que nous avons de plus précieux. Alors Willy, au-delà de la documentation qu'on a fait tout à l'heure, il y a cette question de la transplantation des populations, il y a cette question où on attaque nos chefs coutumiers. Ça veut dire qu'il y a une volonté de la part du Rwanda de perpétuer et d'enraciner ces conflits, de sorte que lorsque la paix sera conclue, qu'ils soient en mesure de continuer d'avoir le relais. Et vous pouvez compter sur nous sur cet aspect, ils n'auront aucun espace. Je vais terminer sur la question du dialogue. Parce qu'on entend parler du dialogue à tout moment, et certains ont même tendance à dire que le gouvernement ne veut pas du dialogue. Totalement faux. Le président de la République, en février 2025, avait tendu la main. C'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il a reçu le docteur Mukwege ou encore l'honorable Martin Fayulu. Ça veut dire que le président est totalement disposé. Au début de l'initiative de prêtres, je crois que les présidents étaient parmi les premiers à les recevoir. Mais les présidents, en termes de propositions de paix, n'a pas reçu que les propositions de prêtres. Il en a reçu aussi des confessions religieuses.
C'est pour ça qu'il les a mis ensemble. Aujourd'hui, il existe une feuille de route adoptée par toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller vers la paix. Mais Willy Kalenga, dites-moi, l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire. C'est une crise qui est liée à l'agression. Comment pensez-vous qu'on peut s'asseoir, parler de paix avec certains d'entre nous qui sont complices du mal? Lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, c'est fort sécurisé à Goma. Ici, je pense au président sortant et à tous ses alliés qui créent, y compris un mouvement sauvant le Rwanda au Congo, pour être ceux qui apparaissent, pour que les pressions diminuent sur leurs parrains. Comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez, y compris certains prêtres dans l'Église, disons les choses telles qu'elles sont, qui propagent de mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées? Et donc, il est important, qu'en ces jours de mémoire, qu'on se rappelle ce parcours. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est autant investi pour que la paix qui va arriver au terme de tous ces processus soit une paix durable, une paix définitive qui permettra d'éclore le potentiel de développement de notre pays. Merci.